Bienvenue dans ce troisième numéro de l'FC en ce mois de janvier 2021 avec un programme toujours bien chargé et nos invités en plateau qui auront l'occasion d'apporter leurs commentaires dans quelques instants sur cette actualité africaine qui est très riche. Voyons tout de suite le sommaire de ce magazine. Tout d'abord, nous reviendrons sur le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions et les équipes qui vont s'affronter en play-off pour la Coupe de la Confédération. Il sera aussi question de Yaya Touré. Deuxième grand titre, le CHAN au Cameroun qui a démarré samedi 16 janvier. Quels sont les premiers rebondissements, les infos du CHAN, dossier complet comme si vous y étiez. Et puis le feu à la FECAFOOT, élection du président Bombo Dioula annulée. Et le Zimbabwe qui accuse le Cameroun de faire de la sorcellerie. Nous en parlerons dans la deuxième partie. Et puis en troisième partie, les infos internationales, mais aussi le continent. Mais aussi du continent, les U17, les U20, le Togo puni pour la finale des U17 ou U20. Enfin, nous en reparlerons tout à l'heure, bien sûr, et puis nous partirons aussi en Espagne pour parler du championnat et de la Super Coupe qui s'est jouée ce dimanche soir. Parmi nos invités, nous avons M. Bertrand Abissonono. Bertrand, vous êtes éducateur, mais aussi entraîneur de football. Vous êtes camerounais. Exactement. Et nous avons Michel Kolani qui est consultant, spécialiste de football. Vous êtes du Togo. Oui, c'est ça. Et la question à nos invités, je pose toujours la question au début d'émission, qu'est-ce que vous a marqué ces dernières 48 heures dans l'actualité sportive, Bertrand par exemple? Au début du CHAN. Oui, c'est le début du CHAN. Le début du CHAN, c'est au Cameroun, dans mon pays, donc on espère que le Cameroun ira jusqu'au bout. Michel? Et puis l'histoire de la Fédération camerounaise de football. Oui. Que nous allons. C'est toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire, on élit un président, après, s'il y a des soupçons, Oui, nous allons commenter tout ça dans l'émission dans quelques instants. À la une de ce magazine tout de suite. Alors, messieurs, il est question du tirage au sort de la Ligue des Champions avec les poules, en quelque sorte, que nous allons voir en tableau. Tout d'abord, pour le groupe A, nous retrouvons Al-Ahly, nous retrouvons Al-Merreikh, nous retrouvons Simba et nous retrouvons l'équipe de Vita Club. Vous voyez, donc, c'est un groupe avec Al-Ahly et Vita Club, les clubs les plus dangereux. Nous allons voir le groupe B maintenant avec Al-Hilal Omdurman. Il y a également l'équipe de Belouizdad, il y a Mamelodi Sundowns et il y a le TP Mazembe. Nous enchaînons avec le groupe C, où nous retrouvons l'équipe guinéenne de Oroya, Kaizer Chiefs, Petro Luanda et il y a également le club marocain de Wydad Casablanca. Et enfin, le dernier groupe après ce tirage au sort, c'est le Tunis. Il y a MC Alger, Tenguet et Zamalek. Des grands clubs du continent en quelque sorte, Bertrand. Un petit commentaire sur ce tirage au sort? Oui, je pense que le groupe D pour moi est quand même assez relevé avec le Zamalek et Espérance de Tunis. Oui, le groupe D avec MC Alger, il y a également Tunis, voilà, il y a Tenguet, le groupe sénégalais, le club sénégalais et puis Zamalek. Après, je pense que les favoris sont toujours et seront au rendez-vous. Donc Al-Ahly, le Zamalek, Wydad et Mamelodi Sundowns. Sans oublier le tout-puissant Mazembe. Oui, alors Michel, un petit mot sur ce tirage au sort? Oui, le groupe D, c'est le groupe de la mort. Ouais. Et puis c'est le début du Maghreb. Oui, parce qu'il y a trois gros clubs en plus. Il y a US Tunis, il y a MC Alger, il y a Tenguet et puis il y a Zamalek, le groupe égyptien. Ça, c'est le groupe des favoris. Je pense que, de toute façon, avec la Champions League, c'est toujours les favoris qui arrivent. Bon, il y a quelques surprises, mais normalement... c'est les habitués. Oui. Nous allons passer à la Coupe de la Confédération. Ce sont les playoffs, car les éliminés, vous savez, de la Ligue des Champions étaient reversés en Coupe de la Confédération avant la phase de groupe. Match aller le 14 et retour le 21 février. Nous allons voir les affiches sur ce premier tableau. Alors, je vous cite les affrontements. Enyamba rencontrera soit Bloemfontein au Rivers United. Il y aura... De Agosto contre Namungo, FC Platinum contre SC Giraffe, c'est Sfaxien contre AS Kigali, l'agent de Casablanca, US Monastir et Sana contre TAS. Nous allons voir le deuxième tableau
avec d'autres matchs que vous voyez. Mais si vous voulez apporter un commentaire, Bertrand, par exemple. Juste dire que je souhaite que le Coton Sport puisse se qualifier, parce que ça ne sera pas facile, mais j'espère qu'ils passeront, ne serait-ce que ce tour-là. Oui, Coton Sport qui est du Cameroun, bien sûr, qui rencontrera l'AS Sonidep. Un petit mot avant de passer au dernier tableau, oui, mon cher Michel. Il y a un bon match là, que j'aimerais bien voir, c'est Ashanti Kotoko, AGS Kabylie, c'est ça? Oui, c'est Sifienne. Oui, c'est ça. Ça serait pas intéressant de voir ce match-là. Oui. Un tout dernier tableau avec cette Coupe de la Confédération. Pour vous dire aussi qu'il y aura Ali Benghazi contre Motema Pembe. Il y aura également l'équipe du Stade Malien contre GS Kabylie. Il y a RC Abidjan Pyramids et Jouaning contre Orlando Pirates. À noter que la formation marocaine du RS Berkane est qualifiée d'office pour les phases de groupe et que les matchs retour seront joués à domicile du vainqueur de la Coupe de la Confédération. Voilà, vous avez entendu les commentaires de nos invités. Nous allons passer à autre chose avec donc Yaya Touré qui a été formé, vous le savez, par Jean-Marc Guillou. Après, il est parti en Belgique, à Beveren. Il a connu plusieurs équipes et maintenant, il termine sa carrière en Chine et a décidé de passer son diplôme d'entraîneur. Kamesh Katapoulé nous en dit plus. Âgé de 37 ans, Yaya Touré pense à l'après-carrière et décide d'effectuer sa formation pour devenir entraîneur. Après avoir évolué dans de prestigieux clubs en Europe tels que Olympiakos, Monaco, Barcelone ou encore Manchester City, le natif de Bouaké, centre de sélection, a joué à tous les postes, attaquant, défenseur central, pour finir milieu de terrain et souhaite s'installer sur le banc. Et je pense que c'est une bonne chose et on ne voit pas beaucoup d'anciens professionnels aller vers la formation, aller vers ce métier-là. Ils vont tous plutôt vers des consultants et ils ont peur d'aller se former et d'aller affronter la pratique sur le terrain. Il remporte le championnat d'Angleterre en 2012, 2014, 2018 et 2 coupes de la Ligue en 2014 et 2016 et participe à sa première Coupe du Monde en 2006 avec la Côte d'Ivoire ainsi qu'en 2010 et 2014. L'année suivante, en 2015, il remporte la Coupe d'Afrique des Nations après l'avoir perdue en 2006 et 2012. Yaya est le petit frère de Kolo Touré avec qui il a joué à Manchester City entre 2010 et 2013. Pour Yaya, moi je suis en tant qu'Ivoirien, je suis très heureux. Il emboîte un peu le pas à son frère qui est entraîneur adjoint à Leicester, Kolo Touré. Donc c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose de se former, apprendre son métier pour espérer être sur un banc dans les années qui viennent. Ballon d'or africain en 2011, 2012, 2013 et 2014. Il précise que je pourrais être coach, m'a dit un jour un manager. J'ai répondu que j'étais confus. Je n'avais jamais envisagé le coaching auparavant. Enfin, et depuis plusieurs années, la Fédération internationale analyse les statistiques des joueurs qui créent le plus d'opportunités sur les terrains. Et dans le classement du top 20 des meilleurs créateurs de jeux de la décennie 2011-2020, et dans l'ordre, Lionel Messi est en tête avec 174 points, devant Andrés Iniesta, Neymar est 7e, 10e Yaya Touré, Cristiano Ronaldo est 12e, l'international algérien Riyad Mahrez est 17e. Michel, la place de Yaya Touré, c'est sur un banc où il aurait pu choisir autre chose, représenter par exemple la Fédération internationale de football, comme disait Drogba, ou faire autre chose? Oui, mais moi je pense qu'il pouvait faire mieux que ça. Bon, il y a des joueurs, il y a des meilleurs joueurs qui sont devenus entraîneurs, mais ils n'ont pas réussi dans ce domaine-là. Mais sinon, au niveau du football, il y a beaucoup d'activités. Peut-être, bon, il y a son frère qui est dedans. Bon, lui-même, il a pensé à rentrer dedans, mais est-ce qu'il va réussir? On ne sait pas. Pour l'instant, il est en train de faire sa formation, maintenant on verra. Mais moi, c'est vrai que si moi j'ai un conseil à lui donner, c'est que, c'est vrai, il peut rentrer dans une instance internationale et puis après, bon, apprendre à acquérir les compétences et puis après, bon, ben, pourquoi pas devenir un dirigeant peut-être de la CAF ou de, voilà. Bertrand, vous le connaissez aussi bien. Est-ce que Yaya Touré a le profil pour devenir entraîneur un peu à la Zidane ou autre? Il a le profil, Yaya Touré. Après, avant de parler de son profil d'entraîneur, je voudrais juste dire un petit mot sur sa carrière. Franchement, c'est fantastique ce qu'il a fait. Il a quand même été 4 fois ballon d'or africain. Il est arrivé en Angleterre, là où il a été au sommet de son art, on peut le dire. Maintenant, il a pris de bons parcours, se former. Parce que ce n'est pas parce qu'on a été un grand joueur que décidément on sera un bon entraîneur. Il faut se former, il faut aller sur le terrain.
Et là, je pense qu'il a le profil, de par déjà son positionnement sur le terrain, parce que moi j'ai un faible pour les gens qui ont souvent joué en défense ou au milieu de terrain. Ils ont la facilité sur le plan technico-tactique de voir des choses. Et je pense que pour moi, il ferait un bon manager. Merci Bertrand. En matière d'information, sachez, avec les images et la carte du Maroc, la Confédération africaine de football a confié l'organisation de la prochaine CAN féminine au Maroc. Ce sera la CAN 2022 qui pourrait être qualificative pour la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu en Australie précisément. Sachez aussi que c'est Reynal Pedros qui s'occupe des filles au Maroc et objectif, eh bien, c'est de qualifier les Lions de l'Atlas pour la Coupe du Monde 2023. Cette CAN 2022 devrait être la première édition à 12 équipes, les précédentes ayant rassemblé 8, et le Nigeria est le dernier vainqueur de la CAN, c'était en 2018. Nous allons enchaîner avec donc Islam Slimani, qui a fait une belle saison avec l'équipe de Monaco, mais qui a choisi à l'âge de 32 ans de jouer avec l'équipe de Lyon. Il remplace Moussa Dembélé, l'attaquant français qui est parti à l'Atlético de Madrid. L'attaque lyonnaise qui sera constituée de 3 Africains, Karl Toko Ekambi, du Zimbabwéen Tino Kadewewe et bien sûr de M. Islam Slimani. Messieurs, un petit mot, Jean-Michel Aulas a fait un bon choix, selon vous, Bertrand? C'est un bon coup. Après, voilà, c'est comme on disait tout à l'heure hors studio. Quand tu es un joueur, tu ne joues pas assez dans un club et que tu atteins un certain âge, il faut aller là où on peut te donner du temps de jeu. Et Slimani, comme à Monaco l'année dernière, il fait un bon choix. Ça ne sera pas facile avec Memphis s'il ne part pas. Maintenant, je pense qu'il a le profil pour apporter quelque chose à Lyon. Exactement, c'est un très grand joueur. Oui, oui, oui. Ben, si Aulas l'a voulu pour Lyon, c'est qu'il sait pourquoi. À son âge, normalement, il devait aller aider un club, mais là, Aulas l'a pris, c'est que Aulas compte sur lui. Et puis, bon, c'est pour se relancer aussi. Hein. Et puis, Lyon joue en la Champions League. Bon, s'il termine dans les 2 premiers, bon, pourquoi pas. C'est une bonne chose pour lui. Moi, je pense que c'est pas mal. C'est un bon coup. Autre Ivoirien, messieurs, après l'Algérien, c'est un Ivoirien encore de nouveau. Didier Drogba, qui est candidat à la présidence, vous savez, de la FIF, et qui a fait parler de lui ces dernières heures dans une vidéo. Comme on dit, l'ancien buteur vedette de la sélection des éléphants a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Des proches de Didier Drogba ont affirmé que c'est une séquence réalisée pour une campagne de sensibilisation contre le Covid-19. Messieurs, vous avez un mot à dire à propos de ce qui s'est passé pour Drogba. Visiblement, on dit, on répète ce qu'écrivent les journaux, il se séparerait avec sa femme. Ouais. Vous avez eu ces échos aussi? Oui, moi j'ai eu certains échos. Bon, de toute façon, c'est humain. Hein. C'est sa vie privée aussi. Ben, oui, sa vie privée. Mais bon, sinon, l'histoire de vidéo qui tourne, bon, j'ai vu, mais bon. Bon, en tout cas, chacun juge de sa façon. Parce que s'il fait la vidéo pour dire que c'est pour le Covid, tant mieux. Ouais. Maintenant, que les gens tournent ça autrement... Bertrand, vous avez regardé cette vidéo combien de fois? Je pense que Drogba est assez intelligent pour faire une vidéo comme ça et mettre sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, si son entourage a démenti et que lui-même a démenti, on peut rester là-dessus. Après, c'est sa vie privée, il fait ce qu'il veut, mais... Il faudrait que les gens comprennent un peu que quand ça parle de la vie privée, il faut un peu faire attention. Avant de parler d'un dernier sujet dans cette première partie, est-ce que vous pensez que ça peut mettre en cause, en danger son élection au sein de la FIF? Ben moi, je trouve que Didier pouvait franchement attendre un peu. Mais maintenant, s'il se lance dans l'aventure... Peut-être qu'il a pensé qu'il peut quand même faire beaucoup pour la Fédération ivoirienne de football. Maintenant, c'est à lui de voir. Moi, si franchement, les joueurs comme Didier, moi je les vois parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de développement du football. Et il faut avoir un représentant qui a des contacts internationaux comme disait Drogba. Bertrand, vous allez dans le sens de Michel Colani? Non, je pense que Didier, s'il a choisi d'être président, il a la compétence déjà pour être président et c'est le bon moment. Pourquoi attendre d'avoir, je sais pas, un certain âge pour le faire? Si aujourd'hui il a des compétences, et je pense qu'il a des compétences, il est bien entouré, il a un carnet d'adresse XL, pourquoi ne pas se lancer? Mais José, le problème de la FIF, c'est que Didier savait, c'est trop compliqué parce que les électeurs, c'est les présidents des clubs.
Aujourd'hui, il y a eu le problème avec Sidi a eu le problème avec le feu de fin. Sidi a eu le problème avec les présidents des clubs. Mais Didier se lance moi, je pense qu'il se lance dans la gueule du loup parce que les présidents des clubs, eux, aujourd'hui, pour élire un président, ils attendent du président s'il élit maintenant le retour. Maintenant, qu'est-ce que Didier a promis aux présidents qui vont l'élire? C'est ça aussi le problème. Ça fera partie de notre débat sur nos antennes. Merci Michel pour cette précision. Dans la deuxième partie de cette émission, nous partirons au Cameroun pour le CHAN, un CHAN pour lequel des dispositions ont été prises en raison du Covid-19. On dit là, ou le Covid, beaucoup disent le, d'autres disent là. Les précisions avec Joël Ballot. Le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique, Nassis Mouele-Kombi, a dans un communiqué présenté les directives sanitaires par rapport à la pandémie de Covid-19. Il s'agit du respect d'occupation de 25% des stades pour tous les matchs du groupe, y compris le match d'ouverture, et 50% pour toutes les demi-finales et finales. Un mécanisme spécial sera aussi mis en place pour marquer les sièges dans tous les stades suivant la capacité d'occupation autorisée. Oui, monsieur, à quelle place vous situez cet événement? Parce que j'ai l'impression que c'est un événement qui veut prendre beaucoup d'ampleur sur le continent africain, ou peut-être le Cameroun a mis le paquet, Bertrand? Les deux. Le Cameroun a mis le paquet et c'est un événement qui prend beaucoup d'ampleur. Il faudrait imaginer cet événement-là pour les joueurs évoluant au pays, dans chaque championnat. Mais aujourd'hui, avec la situation sanitaire que le monde traverse, je pense qu'il faut faire très attention. Et là, à mon avis, ils ont quand même pris des précautions. Est-ce que c'est assez? On fera le bilan à la fin. Voilà. Michel, vous, que pensez-vous? Parce que j'ai le sentiment, nous, à Africa 24, que cet événement prend une grosse ampleur. Et puis, il faut dire aussi que la couverture par la chaîne Africa 24 est très, très, très importante. Oui, c'est intéressant, mais le problème, moi, je pense que ça tombe un peu mal dans cette période-là pour le CHAN. Parce que c'est vrai, le Cameroun a deux événements, le CHAN et la Coupe d'Afrique. Bon, normalement, le CHAN, c'est le test, en fait, pour voir au niveau de toutes les infrastructures, tout ça. Mais actuellement, avec le Covid, ça tombe mal. Et moi, je pense que le CHAN, normalement, c'est soi-disant, la CAF avait mis ça pour le championnat national. OK. Mais Michel, on y revient de toute façon dans la deuxième partie si vous avez d'autres choses à préciser, et je le pense. À tout à l'heure donc pour la suite, et puis nous parlerons bien entendu des résultats pour des premiers matchs, notamment le groupe A et le groupe B. Et puis le Zimbabwe qui dit que le Cameroun fait de la sorcellerie. On y verra plus clair dans quelques instants. Le CHAN 2021, le CHAN Championnat d'Afrique des Nations, à ne pas confondre avec la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. C'est au Cameroun et qui a démarré samedi 16. Quels sont les premiers rebondissements? Les infos du CHAN, bref, dossier complet, comme si vous y étiez. Et puis le feu qui brûle à la FECAFOOT, ou le feu tout simplement à la FECAFOOT. Élection annulée et le Zimbabwe qui accuse le Cameroun de faire de la sorcellerie. Et puis en troisième partie, nous parlerons des infos internationales, mais aussi celles du continent avec les U17 et les U20 juniors. Le Togo puni et la finale du Trophée des champions PSG-OM. Et puis nous parlerons de l'Espagnol Alvaro qui n'a pas ménagé Neymar. Nos invités, je vous rappelle qu'il y a toujours Bertrand Bissonono qui est avec nous, éducateur et entraîneur de football, il est du Cameroun, et Michel Kolani qui est spécialiste de foot, éditorialiste, et il est originaire du Togo. Nous allons ouvrir dans quelques instants, mais avant ça, nous avons un jingle. Le jingle, c'est bien sûr le dossier de l'FC. Et puis nous allons commencer avec la cérémonie d'ouverture de ce CHAN. C'était le samedi 16 janvier au stade Omnisport de Yaoundé. Près de 10 000 personnes y étaient. 16 drapeaux géants des pays participants, 56 danseurs drapés au costume des 4 aires culturelles du Cameroun, 40 percussionnistes traditionnels
et 2 artistes tête d'affiche, Stanley Eno et Jan Marie, qui ont animé la cérémonie d'ouverture de cette 6e édition du Chan, organisée, je vous l'ai dit, du 16 janvier au 7 février par le Cameroun. Et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez les artistes et puis la suite des animations dans le stade donc Omnisport de Yaoundé. Tout de suite, messieurs, nous allons voir le premier match avec Cameroun à Zimbabwe. 1-0 pour l'équipe du Cameroun qui avait perdu ses différents matchs amicaux, mais là, les Camerounais, les Lions indomptables, sont bien rentrés dans ce match et donc on fait une belle entrée dans la compétition, je vous l'ai dit, en battant les Warriors du Zimbabwe sur le score de 1-0. Le sélectionneur zimbabwéen, M. Zdravko Logaruzic, qui a accusé le Cameroun, pays hôte, de faire de la sorcellerie, avec une photo qu'il a d'ailleurs diffusée sur les réseaux sociaux avant le match. Le technicien croate qui montrait la carcasse d'une chauve-souris accompagnée d'un panneau indiquant la sorcellerie au Cameroun. Bertrand, ça existe vraiment, la sorcellerie dans le sport, dans le foot en particulier, dans certains de nos pays africains, comme le Cameroun, vous y êtes? J'explique, c'est quoi ce qu'il attend par sorcellerie. Je pense que son équipe ne méritait pas de gagner, même pas de faire match nul. Maintenant, parce qu'il a déclaré après le match. Il a envoyé les photos après le match en disant, avec des photos de chauve-souris qui accompagnent un panneau. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une chauve-souris? Ça joue au ballon de chauve-souris? Bon, moi, j'ai envie de dire... Il a mal digéré la défaite, tout simplement. Voilà, j'ai envie de dire qu'il a mal digéré la défaite et il n'a pas d'argument pour faire autrement. Parce qu'on a vu son équipe jouer, hein, même si le Cameroun n'a pas flambé, mais... Voilà, le Cameroun a été au-dessus. Ouais. Le Cameroun, que pensez-vous qui a perdu ses matchs amicaux? Michel, c'est du haut niveau, même si ce sont les A'? Oui, c'est du haut niveau parce que le championnat camerounais est bien structuré. Hein, bien structuré par rapport à certains championnats au niveau du continent. Mais en plus, c'est le pays hôte et puis fait partie des favoris. Parce que le Cameroun, normalement, quand ils organisent des événements, ils vont très loin dans la compétition. Du coup, en plus, c'est le premier match. Donc, par contre, maintenant, l'entraîneur qui dit histoire de sorcellerie, franchement, c'est un mauvais perdant. Oui. Voilà. Mali-Burkina Faso, deuxième image, avec le Mali qui l'emporte 1-0 à la surprise générale. Pourtant, il y a des petits soucis dans le championnat malien, mais les Maliens, les Aigles finalistes, vous le savez, de l'édition 2016 et absents de la dernière édition, en 2018, c'était au Maroc, eh bien, ont battu les étalons du Burkina Faso dans l'enceinte du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Nous allons voir le tableau, justement, pour vous situer un peu, pour voir bien que le Cameroun et le Mali sont déjà en tête avec 3 points sur ce tableau que vous allez voir défiler dans quelques instants. Le Burkina Faso est à la 3e place et le Zimbabwe est 4e. Nous allons enchaîner, messieurs, avec ce dimanche en groupe B. Il y avait donc Libye-Niger. Le Niger se porte bien, ça pourrait être la surprise avec les images qui vont défiler dans quelques instants. Bertrand, le Niger qui surprend quand même depuis quelques mois. Oui, moi, c'est surtout la qualité du jeu, en fait. Le Niger sur la part en blanc et la Libye en rouge. Allez-y. Bien rouge. Je pense que les équipes comme le Niger pourront créer la surprise. Hein. Même le Mali, d'ailleurs, on n'insiste pas beaucoup, mais le Cameroun aura du mal contre le Mali. Mais le Niger, j'ai bien aimé. Une équipe qui ne se précipite pas, qui ne joue pas que des grands ballons, qui essaie de construire, qui a un bon projet, un bon fond de jeu. Maintenant, ils sont tombés sur la Libye aussi, qui a un peu l'habitude déjà de cette compétition-là. Voilà, il faut attendre le deuxième match pour voir jusqu'où ils pourront aller. Et nous allons voir la RDC, sans doute Michel aura beaucoup de choses à dire. Michel, RDC Congo, c'était en quelque sorte le choc, derby, on dit oui, du fleuve. Double vainqueur du Chan. Nous allons voir les images. La RDC qui est une prétendante au titre, Michel. Hein, allez-y. Ben oui, ça, la RDC, il fait partie des favoris. Hein. De toute façon, leur championnat aussi est structuré. Et puis, ils ont des clubs TPD Mazembe, tout puissants. Ils ont tous les infrastructures. Je pense qu'il faut compter sur le RDC. Oui, il y a un cas de Covid, des cas de Covid qui ont été déclarés au sein de l'OPAR. Il y a 5 joueurs qui ont été déclarés positifs. C'est ça le souci. Hein. 48 heures avant le match en plus. Ben oui. Du coup, je ne sais pas comment ils vont faire. C'est une chose qui peut perturber cette compétition. Oui. Exactement. Oui. Parce que si parmi les équipes, les joueurs titulaires, il y a 5, il y a 8 qui
qu'ils ont leur Covid, ça fausse tout, ça faut les donner au niveau du système de l'entraîneur. Nous allons voir le groupe B, justement, le classement, avec bien entendu la RDC, la Libye, le Niger et le Congo. Donc la RDC qui est seule en tête déjà pour ce CHAN en groupe B. Nous allons voir maintenant le groupe D. Pourquoi le groupe D? Parce que ça se jouera ce mardi avec un certain Zambie contre la Tanzanie à 16h à Limbe et Guinée contre Namibie. Monsieur, comment voyez-vous ce match, justement? Michel, je vous vois rigoler. Zambie-Tanzanie. C'est le derby de l'Est. Hein. Ils se connaissent tous les deux. Bon, de toute façon, je pense que ça va être un bon match, mais je donne l'avantage aux Zambiens. Et la Guinée, Namibie, peut-être Bertrand, quelques mots sur la Guinée qu'on apprécie beaucoup sur le continent. La Guinée, on l'apprécie beaucoup parce qu'ils commencent au niveau national à mettre les choses en place. Et ils sortent beaucoup de jeunes. Oui, pour moi, c'est une poule qui va nous donner des bons matchs. Oui. C'est une poule qui va nous donner des bons matchs. Donc, nous allons voir ça, bien sûr, ce mardi 19. Messieurs, nous allons passer aux infos, justement, de ce CHAN. Le Maroc qui est rentré en lice ce lundi face au Togo à Douala, ou bien qui va rentrer en lice, en tout cas ce lundi. La Guinée fera son baptême de feu ce mardi 19 face à la Namibie. Maroc et Guinée se sont affrontés justement en amical et nous avons voulu vous commenter ce match. Regardez, c'est commenté justement par Joël Ballot. Le Maroc s'en sort face à la Guinée 2-1 à Rabat le 8 janvier en match préparatoire du CHAN 2021. Après un but du Lion des Atlas Ismail Kafi à la 71e minute, le Sili Loka de Guinée, 9 minutes plus tard, revient au score grâce à Victor Katabandouno. C'est sur le fil du rasoir que le Marocain Mohamed Efki réussit à se faufiler dans la surface de réparation pour inscrire le but de la victoire au bout du temps additionnel. Score final 2-1 en faveur du Maroc. Une absence de marque pour la Guinée, c'est celle de Boniface Abba. Les explications de Nathalie Mo. L'attaquant guinéen Boniface Abba ne participera pas au CHAN 2021 au Cameroun. Le joueur sociétaire du club local Oroya a subi une blessure lors du match retour de la Ligue africaine des clubs, champion face au Racing Club d'Abidjan. Boniface Abba sera absent des stades pour une durée d'1 mois selon le staff médical du Sili local. C'est le deuxième joueur forfait au sein de l'équipe A' de la Guinée. L'effectif du coach Lapé Bangoura a déjà été privé du défenseur Ibrahima Aminata Kondé, lui aussi blessé. Avant de retrouver nos invités pour apporter leurs commentaires sur cette information que nous allons communiquer, c'est que ce sont 4 dames qui ont été désignées arbitres par la CAF pour ce CHAN. Joël Ballot nous en dit un peu plus et juste après nous retrouvons nos invités pour les commentaires. La commission des arbitres de la Confédération africaine de football a désigné 4 dames qui officieront au championnat d'Afrique des Nations en tant qu'arbitres du 16 janvier au 7 février 2021. Le quatuor féminin est composé de l'arbitre central Lydia Tafes Abebe de l'Éthiopie et des arbitres assistantes Bernadetta Kwimbira du Malawi, la Nigériane Mimisen Lioré et la Camerounaise Karine Atezambong FOMO. Ce processus confirme ainsi la décision de la CAF d'inclure les femmes arbitres dans les compétitions masculines. Bertrand, vous êtes pour la présence des femmes dans des compétitions de ce niveau? Oui, totalement. Ouais. Parce que c'est toujours différent hein, quand une femme... moi, quand je jouais, il y a des femmes qui nous arbitraient, ça apaise. Tu as l'impression que ça apaise. On n'a pas la même réaction que quand c'est un homme qui arbitre. Et moi, je suis totalement d'accord. Michel? Oui, si, c'est sûr qu'il faut les arbitres féminins, hein, parce que c'est vrai que, comme on dit, ils sont plus... c'est des arbitres qui sont plus... à poigne aussi? À poigne, oui, à poigne, ils ne se laissent pas aussi. Faire. Et puis, quand ils prennent les décisions, moi je pense que c'est une bonne chose. Et que la CAF a introduit les femmes arbitres, que ça va changer un peu par rapport à tout le temps les hommes, quoi. Voilà. Oui. Et puis, autre information, ce sont 4 arbitres marocains aussi qui ont été désignés par la CAF. Nathalie Mo nous apporte des précisions.
4 arbitres marocains officieront à la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN qui se tiendra du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Les Marocains Samir Guizaz, Adil Zourak, Brinski Zakaria et Mostafa Akaked ont été nommés par la commission des arbitres de la Confédération africaine de football CAF. 43 autres arbitres et arbitres assistants de 31 pays africains ont également été désignés pour la compétition. La CAF a révélé que la sélection de ces officiels s'est faite sur la base de leurs compétences physiques et athlétiques, leur compréhension du football et leur capacité à lire le jeu. Et avant de passer aux problèmes qui touchent le football camerounais, l'Africa Foot, une toute dernière info. C'est un clin d'œil à cette équipe du Rwanda. Le Rwanda que nous avons bien voulu vous présenter avec Joël Ballot. L'armée patriotique rwandaise se fait la part belle de la sélection avec 12 joueurs. Après des semaines intenses d'entraînement, le sélectionneur Vincent Machami a décidé de se défaire d'Onem Twizerimana, Patrick Sibomana et Sali Serumogo. Rappelons qu'en match préparatoire retour, les Amavubi affronteront ce 10 janvier 2021 la République du Congo au stade Amahoro au Rwanda. Bertrand Bissonnono, vous avez vu, hein, Africa 24 à fond sur ce CHAN. C'est très très bien ça. Voilà, c'est une chaîne qui est auprès des événements. Ça fait en sorte que ça prend une autre envergure. Et c'est très très bien. Michel, beaucoup d'efforts. Hein, et c'est normal, hein, parce que c'est la chaîne panafricaine aussi. Ça, c'est clair que c'est bien. Moi, je pense que félicitations à Africa 24 hein, de mettre l'événement franchement au-dessus des autres. Voilà, c'est bien. Franchement, chapeau. Messieurs, vous aurez peut-être beaucoup de choses à dire après ce sujet. Il s'agit du tribunal arbitral, le TAS, comme on dit souvent, qui, à travers une décision rendue publique vendredi 15 janvier, annule le processus électoral ayant conduit Sédou Bombo Dioya à la tête de la Fédération camerounaise de football. Joël Ballot nous en dit plus. Et messieurs, après, nous allons retrouver vos commentaires et vos observations sur cette affaire. À quelques heures du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun, le tribunal arbitral du sport a annulé la décision portant proclamation des résultats des élections au poste de président et membre du comité exécutif de l'instance dirigeante du football camerounais le 15 janvier 2021. Cette décision destitue de ce fait Seydou Bombo Njoya de la présidence de la Fédération camerounaise de football. Le TAS, le tribunal arbitral du sport, donne la latitude à la FIFA, soit de mettre sur pied un comité de normalisation, ou alors de laisser l'exécutif en place, illégal et illégitime, gérer les affaires courantes, toiletter les textes et aller aux élections, organiser les élections. Ça, c'est la différence par rapport à ce qu'on a vu en 2017 lorsque l'élection de M. Tombi Aroko a été annulée. Les juges de la Cour suprême du sport mondial se sont ainsi prononcés sur une requête introduite par l'association sportive olympique de Menganga et consorts. Signalons que c'est en 2018 que l'association des clubs amateurs de football a saisi le tribunal arbitral du sport pour contester 2 décisions du comité exécutif de la Confédération africaine de football. L'une faisant passer le nombre d'équipes participantes aux phases finales de la CAN de 16 à 24 équipes et l'autre qui retire l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Il n'y a véritablement pas un tsunami au sens de 2017 parce que si la FIFA laisse l'exécutif en place, effectivement, il continuera son travail. Gérer les affaires courantes, toiletter les textes et organiser les élections. La seule différence qui peut y avoir, c'est que le programme sur lequel M. Seydou Bombo Dioya a été élu ne sera plus fondamentalement celui qui doit être implémenté. Parce que maintenant, on lui ajoute comme charge la relecture des textes. Pour rappel, c'est la seconde annulation d'un processus électoral à la Fédération camerounaise de football. La première était en 2017 sous le règne de Tombi Aroko Sidiki. Oui, ça fait une mauvaise image, hein, Bertrand, selon vous. Au moment où on organise, où on donne le coup d'envoi du CHAN, le président de la FIFA même était sur place et là la décision tombe. Quel sentiment avez-vous sur ce qui se passe dans votre pays? Il y a beaucoup de déceptions, hein, parce que ça fait tâche quand même, c'est pas la première fois. Moi, ce qui me chagrine un peu, c'est pourquoi attendre aussi longtemps. Ça fait quoi, 2 ans qu'il est là, et comme ça on se lève un matin, on dit non, tu n'es plus président. Mais il faut le faire avant. Ce qu'il a déjà mis en place, ou ce qu'il a prévu de mettre en place, qu'est-ce qu'il va en faire? Mais il est là depuis 2 ans.
Exactement, c'est ce que dit tout le monde. Alors, il nous reste à peine quelques secondes. Oui, Michel, quelques mots. Je suis d'accord avec mon confrère, parce que c'est pas normal il a été élu il y a 2 ans, et puis c'est maintenant qu'on le démet, c'est pas sérieux. Et le problème, c'est ça, c'est que c'est ça qui ne fait pas avancer les choses chez nous en Afrique. C'est ça le problème. Et c'est toujours le même problème. Il faut qu'on trouve une solution à ça, parce que c'est pas au dernier moment que... Voilà. Moi, je ne comprends pas. Maintenant, ils vont faire comment? Maintenant, ça va retarder. Là, il y a une commission qui va être mise en place. Le temps que la commission se mette en route, les choses vont... Les joueurs veulent jouer, mais je ne comprends pas. Oui. Michel, c'est dommage quand même. On risque de passer la CAN même avec un comité de normalisation, tel que c'est parti. C'est pas sérieux. Après, moi, je dis, s'il y a eu des anomalies, s'il y a des choses qui sont mal passées, il faut prendre la décision bien avant. Il ne faut pas laisser les gens s'implanter, prendre position, commencer à faire des choses. 2 ans après, on dit, ah non, vous n'êtes pas légitime. Oui. Voilà, mais ça fait tâche, voilà. En plus, le problème, excuse-moi, c'est qu'il a mis... En plus, c'est lui qui fait partie qui organise la CAN. Oui. Le CHAN. Le CHAN et la CAN. Le CHAN et la CAN, voilà. Exactement. Merci, messieurs, pour vos observations et vos commentaires sur cette affaire qui touche la FECAFOOT. Restez avec nous, on se retrouve après la pause. Troisième et dernière partie de notre émission et nous parlerons des infos internationales, mais aussi celles de notre continent, les U17 et les U20. Et puis le Togo puni pour ses U17, la finale du Trophée des Champions entre Paris Saint-Germain et l'équipe de Marseille, sur lequel nous reviendrons. Et puis l'Espagnol Alvaro qui n'a pas ménagé Neymar. Nos invités, ils sont toujours là, de très bons invités comme d'habitude, éducateurs et entraîneurs de football. Il s'appelle Bertrand Abisonono, il est originaire du Cameroun. Et puis, nous avons aussi un Togolais avec nous, c'est M. Michel Kolani, consultant spécialiste de football. Nous allons tout de suite, avant de partir à l'étranger, nous allons rester sur le continent pour parler des élections à la CAF. Les élections sont prévues, vous le savez, le 12 mars 2021. 2 challengers veulent briguer le poste. Ils sont soit président ou ancien patron de leurs fédérations respectives de football, l'Ivoirien Jacques Anouma et le Sénégalais Augustin Senghor, qui ont vu leur candidature validée début janvier 2021 par la commission de gouvernance de la CAF. Ils veulent une CAF forte, conquérante et transformée. Regardons ce sujet de Victoria Sedji. Le 12 mars 2021, la Confédération africaine de football va élire un nouveau président. 2 candidatures ont pour l'instant été validées sur 5 par la commission de gouvernance de l'instance. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont en lice. Président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor souhaite opérer une refonte de la gouvernance de l'instance grâce à plus de 11 ans d'expérience auprès de la FIFA et de la CAF qu'il veut mettre à profit. Là où la CAF souffre véritablement, c'est au niveau de la gouvernance. Il y a tout le temps des problèmes d'argent qui traversent la maison. On a l'impression que quand chacun y vient avec ses méthodes parfois tordues. C'est quand même quelqu'un qui connaît bien le football africain. Et ne serait-ce que par son action à la tête de la Fédération sénégalaise de football, on voit que depuis son arrivée, il y a quand même beaucoup de choses positives qui se sont passées en termes de gouvernance du football sénégalais précisément. Servir le football africain. Tel est le projet phare porté par l'Ivoirien Jacques Anouma, qui mise sur un carnet d'adresses fourni et sur plus d'une vingtaine d'années passées au service du football africain. Ancien président de la Fédération ivoirienne de football et membre du comité exécutif de la FIFA, Jacques Anouma, aux multiples casquettes, veut développer une CAF forte et conquérante. Il a des atouts donc par rapport à la connaissance même du football au niveau africain et au niveau international. Et si Jacques Anouma est élu, je ne serai pas surpris parce qu'il a quand même une bonne palette de relations qui sont très utiles. Il a quand même apporté du sang neuf. On se rappelle quand même de la grande équipe de Côte d'Ivoire avec les Didier Drogba et autres. Ensuite, il y a le fait aussi qu'il était apparu un peu comme la victime idéale du système Ayatou. 2 autres candidatures ont également été jugées recevables. Leur audition est prévue pour le 28 janvier.
Il s'agit d'Ahmed Yahya, président de la Fédération mauritanienne de football, et du Sud-Africain Patrice Motsepe, président du club Mamelodi Sundowns. La candidature du président sortant de la CAF, Ahmad Ahmad, est déclarée inéligible. En novembre 2020, il a été suspendu pour 5 ans par la FIFA. Alors, messieurs Bertrand et Michel, Ahmed Yahya, qui n'est pas sûr parce qu'il y a une audition le 28 février, ainsi que pour M. Patrick Motsepe, le Sud-Africain. Et puis pour l'instant, deux candidats, et puis M. Ahmad Ahmad, dont la candidature a été écartée pour les problèmes que vous connaissez. Alors pour l'instant, il y a 2 candidats qui sont validés, c'est M. Anouma et M. Senghor. Qui voyez-vous parmi ces 2 personnages à la tête de la CAF? À l'heure actuelle, je ne pense pas qu'on peut pronostiquer pour l'un ou pour l'autre. On peut donner une préférence. Moi, j'ai une préférence pour l'Ivoirien, parce que je pense quand même qu'il a un grand vécu qui parle de lui, pour lui. Et même Senghor, il a aussi un vécu, il a des compétences, mais j'ai un penchant un peu pour l'Ivoirien. Michel? Oui, ben, les deux, ils connaissent bien le milieu. Hein, et puis, bon, c'est des gens qui ont fait du bon boulot dans leur fédération. Et je pense que moi, je donne un peu l'avantage à Jacques Nouma parce que c'est quelqu'un qui est très, très compétent, et voilà, qui est rigoureux. Et puis, bon, il va faire beaucoup de choses. Ça dépend de son projet. Ça dépend de son projet. Mais sinon, Senghor aussi, il a fait. Il a eu des projets. C'est grâce à lui que le Sénégal aussi, il est au sommet. Par contre, Ahmad Ahmad, bon, là, normalement, c'est que là, il est suspendu. Normalement, il ne doit pas se présenter. Normalement. Logiquement, non. Oui. Et puis le comité d'urgence qui a décidé que la commission de gouvernance de la CAF doit soumettre systématiquement à la commission de contrôle de la FIFA les candidatures pour le poste de président de la CAF, étant entendu que le président de la CAF a vocation à devenir vice-président de la FIFA. Et donc nous allons enchaîner avec la CAN des U20. Vous le savez, 12 équipes sont qualifiées pour la zone UFO AA. Regardez votre écran. Vous allez voir sur votre tableau le Burkina Faso, le Ghana. Et pour la zone UFOA A, pardon, c'est la Gambie et la Mauritanie. UFOA B, c'est le Burkina Faso, le Ghana, COSAFA, Namibie et Mozambique. Pour la CECAFA, Tanzanie et Ouganda. UNIFAC, il y a Centrafrique et Cameroun. Et UNAF, Maroc et Tunisie. Coup d'envoi de la CAN des U20 le 14 février prochain en Mauritanie. Les juniors, ça vous intéresse, messieurs? Oui, Bertrand? Oui. C'est la relève. Hein. On trouve vraiment des futurs pros. Là-bas, il y a Yaya Touré, son frère, ils sont passés par là aussi. C'est là qu'on trouve des bons joueurs. C'est là qu'on trouve des futurs grands joueurs. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que les jeunes jouent les championnats internationaux, c'est pas mal. Et puis, bon, c'est là où on voit les qualités pour voir s'ils peuvent monter au-dessus, quoi. Voilà. Devenir pro. Voilà. Et puis, il y a aussi l'UNAF, l'Union nord-africaine, qui a effectué son tirage au sort de la compétition qui a lieu en Algérie du 17 au 24 janvier. Donc ça a commencé hier. Le tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des U17 total au Maroc verra la participation de 3 équipes, l'Algérie, la Libye et la Tunisie, contre du tournoi UNAF et se dérouleront au stade du 5 juillet d'Alger à partir de 14h30 GMT. Alors le calendrier, maintenant, avec ce lundi 18, il y a un certain Algérie-Libye. En deuxième journée, ce sera jeudi, il y aura Libye-Tunisie. Et puis dimanche 24, Algérie-Tunisie. Ça vous concerne peut-être aussi, Michel, ce sont les U17 du Togo qui sont disqualifiés parce qu'il y avait un joueur qui ne faisait pas son âge, un jeune joueur togolais. Écoute, c'est pas la première fois. Hein. Ça arrive souvent au Togo? Le souvent. Togo se fait taper sous les doigts souvent? C'est pas la première fois en tout cas, c'est pas la première fois. Et je pense que déjà moi, quand j'y vais chez moi, je leur dis, déjà le championnat U19 n'est pas organisé, c'est les académies. Et puis bon, ils ne vérifient pas au moins vraiment l'âge des joueurs. Tu te rappelles, on avait organisé un tournoi pour détecter les jeunes. On s'est retrouvé qu'il y en a, c'est des présumés. Et moi, je leur dis, ça ne sert à rien. Vérifier l'état civil, l'âge vraiment des joueurs. Là, ça pénalise une sélection. Alors, écoutez ce que dit justement un officiel de l'UFOA, donc de la zone ouest, précisément de la zone ouest A de l'UFOA. Écoutez ce qu'il dit.
Il faut s'assurer que le pays hôte dispose du matériel médical adéquat pour pratiquer les tests d'imagerie par résonance magnétique. Après ce qui s'est passé en Tanzanie en 2019, nous devons lever tout doute sur ces histoires de fraude sur l'âge dans notre zone. Tous les pays ne disposent pas d'équipements nécessaires pour faire les examens nécessaires. C'est une raison Non, c'est un motif après, si la valable. faute est avérée, s'ils ont, entre guillemets, des preuves que la faute est avérée, oui, le pays doit être suspendu. Mais maintenant, est-ce que c'est le pays qui doit être suspendu ou le joueur? Moi, je pense qu'ils ont poussé le bouchon loin quand même. Oui, ce serait plus au joueur d'être sanctionné. Moi, je pense que le joueur pouvait être sanctionné et laisser l'équipe. Ouais, ça dépend, c'est la sélection. Ça dépend des tests. Si les tests disent que s'il y a un joueur qui a fauté ou fraudé, ben, c'est la sélection qui est suspendue. Ce n'est pas la première fois. Le Ghana aussi a eu ça, il a été suspendu. La Guinée aussi. Ce qu'il faut, c'est vrai ce qu'il a dit, il faut des matériels pour détecter. Parce que le problème, c'est que les U17, il y a beaucoup qui rêvent pour rentrer dans un centre de formation pour devenir joueur professionnel. Ouais, et on comprend quelquefois les jeunes et les dirigeants aussi qui font n'importe quoi. Ben oui, ouais. oui. Au moins, s'il y a des matériels pour détecter, au moins, c'est avantageux pour la sélection et c'est avantageux pour le jeune qui va être détecté pour rentrer dans un centre de formation. Messieurs, merci. C'est un ancien international guinéen, Morley Souma, qui effectue une grande partie de sa carrière à Bastia. Je l'ai rencontré pour vous, c'est l'ancien capitaine de la sélection de Guinée. Entretien avec Morley. Oh, ma carrière, c'est tellement long, je ne peux pas tout expliquer, mais vraiment, j'ai fait ce que j'ai pu faire pour être un grand footballeur. Bon, je n'ai pas besoin de dire ça, d'être un bon footballeur professionnel et international. Donc, j'ai fait la carrière qu'il faut et voilà, je suis satisfait de ma carrière. J'ai joué qu'avec 2 clubs, Bastia et Valenciennes. Donc, j'ai fini avec Bastia. Donc, j'ai fait 17 ans là-bas et voilà, je suis satisfait de ma carrière et je touche du bois, je finis bien et Inch'Allah. Avant de retrouver le jingle concernant le football international, quelques mots sur Morley Souma pour vous dire qu'il a joué au Tonnerre de Yaoundé également au Cameroun, à Bastia, à Valenciennes et puis il est revenu à Bastia en 1994. Il a été champion du Cameroun avec le Tonnerre, vainqueur de la Coupe du Cameroun, finaliste de la Coupe du Cameroun, vous vous rendez compte, finaliste de la Coupe de la Ligue en 1995 avec Bastia, vainqueur de la Coupe Intertoto avec le Bastia et finaliste de la Coupe de France en 2002 avec l'équipe de Bastia. Le foot international tout de suite. Alors, messieurs, un championnat de la Liga qui est dominé par l'équipe de l'Atlético de Madrid. 41 points devant le Real, 3e FC Barcelone, Villarreal est 4e, 5e le Real Sociedad. Et de retrouver à la 6e place Séville, 18e Elche, 19e Osasuna, 20e Huesca. Et donc, le mardi 15, souvenez-vous, Real de Madrid avait battu Atlético Bilbao 3-1. Et le mercredi 16 décembre, Barcelone avait battu le Real Sociedad 2-1 suite de la 19e journée. Ce mardi 19, mercredi 20, jeudi 21. Alors, messieurs, un petit mot sur ce championnat où Barcelone n'est pas la même. On a vu hier soir, par exemple, ce dimanche soir, l'équipe de Barcelone devant l'Atlético Bilbao qui a pris 3-2. Hein. Barcelone, c'est comme toutes les équipes qui sont en fin de cycle. Hein. Il faut pas, ils n'ont pas, à mon avis, ils n'ont pas bien préparé la relève. Ils ont tout misé sur Messi qui était là, qui cachait la forêt. Maintenant, ils sont en fin de cycle, ils doivent faire avec. Par contre, Atlético, pour moi, cette année, ils peuvent aller au bout. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Ils ont 2 matchs en retard, si je ne me trompe pas. Ils sont en tête du championnat. Ils ne laissent pas trop de points. Je pense que si le Covid ne rentre pas dans l'équipe pour les déstabiliser, parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent aller au bout. Mon cher Michel, un petit mot sur ce championnat je pense que Barcelone, en fait, le problème de Barcelone, c'est le problème, ils ont un problème interne avec leur président et puis le départ de Messi, et puis le changement d'entraîneur aussi, depuis l'élimination au niveau de la Ligue, Champions League. Bon, et puis il y a le Covid aussi qui est rentré dans le jeu. Et puis bon, il y a quelque chose qui manque aussi, c'est les spectateurs. Ouais. Voilà, il y a
c'est plus la même ambiance oui, que... Ça, c'est un handicap. Voilà, du coup... mais sinon, le championnat, la Liga, ça va. Mais Atlético, s'ils continuent comme ça, peut-être qu'ils vont finir. Hein, ils vont finir en tête. Merci, Michel. Et nous allons voir quelques joueurs de chez nous qui évoluent dans ce championnat, comme Ansu Fati, que nous allons voir. Il est guinéen, de Guinée-Bissau. Il joue à Barcelone. Gabriel Chouizé, du Nigeria. Il y a également Youssef Nesseri, qui est du Maroc. Il y a Yann Brice Eteki, qui est du Cameroun. Il y a aussi Amat Diaye, qui est du Sénégal. Il y a également Cheikh Doucouré, qui est de la Côte d'Ivoire et qui joue à Levante. Et puis Youssef Nesseri, auteur d'un triplé contre la Real Sociedad lors de la 18e journée, l'attaquant international marocain qui fait parler de lui, attention. Donc il va être très regardé. Nous allons aussi passer à la Ligue des Champions, PSG-OM, regardez les images, encore un trophée pour PSG, presque un classico, 2-1. Vous allez voir le premier but qui a été marqué par Icardi. Ensuite, penalty pour Neymar. Neymar très heureux pour son retour. Et puis, donc, Marseille qui réduit le score avec Payet, mais insuffisant donc pour l'équipe de Marseille. PSG remporte un nouveau trophée. Un match dans lequel nous avons constaté, Michel, qu'il y a encore un contentieux entre les deux équipes, même s'il n'y a plus lieu de parler de classico parce que PSG est supérieur. Oui, le PSG est supérieur au niveau, que ce soit sur la feuille et puis au niveau du terrain, mais le contentieux entre Neymar et puis l'autre, ça date Alvaro. pas. Oui, ça continue toujours. Mais arrivé à un moment donné, il faut quand même qu'il fasse la paix, quoi. Voilà. Oui, Bertrand? Moi, ce qui se passe sur le terrain, je considère que c'est le jeu, c'est l'enjeu, c'est la détermination. Mais quand ça part du terrain pour les réseaux sociaux, ça commence à faire un peu enfantin. Donc du coup, il faudra enlever le contexte du classico, rester dans le jeu et que cela reste sur le terrain. Une fois qu'on sort du terrain, on se serre la main, salut, au revoir, et puis on se reverra plus tard. Quand ça commence, les réseaux sociaux, ça se parle entre guillemets mal, ça ne reflète pas les stars qui sont. Oui. Et puis nous allons voir les joueurs que j'ai choisis pour vous. Alvaro, qui a encore agressé Neymar. Bien sûr, il faut le dire, Alvaro, il a l'air d'être méchant. Thauvin, très grand joueur. Thauvin, que j'ai beaucoup apprécié. Il fait un travail impeccable. Dimitri Payet aussi, qui a joué. Icardi, qui a été meilleur joueur du match. Il y a Verratti aussi, qui est incontestable. Verratti, Icardi, là, sur votre écran. Verratti, voilà, très, très grand joueur. Au milieu, il y a aussi Paredes, qui a fait un excellent travail et qui continue à bien bosser. Et puis Neymar, bien entendu, indispensable pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Êtes-vous d'accord, messieurs, Neymar et Mbappé? Un petit mot sur Mbappé. C'est un dieu de feu, un dieu de feu. Maintenant, Paris doit tout faire pour le garder. Peut-être rajouter Messi parce qu'il veut partir, mais c'est un duo que Paris doit absolument garder s'il veut atteindre les ambitions de gagner la Ligue des Champions. Beaucoup plus Neymar, parce que je pense que c'est la star. Ouais. Mbappé maintenant, s'il veut partir, je ne sais pas comment Paris fera, mais si moi je suis Paris, je fais tout pour les garder. Oui, l'OM qui a perdu devant le dernier du championnat, Nîmes, et Paris Saint-Germain qui a gagné, qui reprend sa place de leader. Le problème de l'OM, c'est que le propriétaire ne veut pas mettre des moyens. On ne peut pas ne pas mettre les moyens et puis dire qu'on va jouer le haut du tableau. Se fait battre par Nîmes, en plus c'est le débit du Sud. Bah, écoute, l'entraîneur ne peut rien. Lui, il a ce qu'il a sous la main. Mais sinon, pour Mbappé, c'est vrai, moi, j'ai un ami, comment il s'appelle, Claude Makelele, qui m'a parlé de comment, quelque chose que grâce à lui qu'on a découvert Mbappé. Sinon, Mbappé à Monaco, Jardim ne voulait pas le faire jouer. Okay. Et c'est Claude qui a dit non, le petit, il est bon, il faut l'intégrer. Okay, sinon, on aurait attendu au moins 2 ans avant de voir Mbappé évoluer. C'était Michel Colani qui était le dernier à prendre la parole, consultant sportif, donc il est du Togo. Et puis l'autre invité, c'était Bertrand Abissonono, éducateur, entraîneur, il est du Cameroun. Reste avec nous, bien sûr, pour un nouveau journal, juste après cette émission. Et puis on se retrouve lundi prochain. Puis chaque jour, n'oubliez pas, nous nous retrouverons pour le CHAN au Cameroun, CHAN 2021. N'oubliez pas ce rendez-vous quotidien. Bonne soirée et à très vite.